C'était en 1989, lors de la rentrée universitaire. J'étais monté à Paris afin de poursuivre mes études. Arrêtons-nous un instant sur cette expression supposée neutre, monter à Paris, mais qui revêt en réalité un sens qui tient autant du sournois que du pathétique. Qu'énonce-t-elle ? Dans une France dévorée par le jacobinisme, monter à Paris, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire s'élever culturellement, sociologiquement, psychologiquement. Autrement dit, qui monte à Paris en tire tous les bénéfices existentiels, dont le premier, sortir d'une vie à tâtons, passable et sans appétit, pour rejoindre le territoire de la félicité. Selon ce commandement, s'extraire d'un village, d'une ville moyenne ou d'une métropole qui n'est pas Paris, ce serait se donner les moyens de croire en la possibilité d'une existence véritablement accomplie. L'éventail des secteurs d'activité qui cultivent cet ordonnancement mental touche en premier lieu le milieu de la création. C'est ainsi, la réussite dans les arts passe uniquement par un exil parisien. Faire du cinéma en dehors de la capitale, très bien, mais pour quelle reconnaissance ? Être artiste en dehors de Paris, très bien, mais pour valider la qualité de votre travail, il importe surtout d'être identifié comme tel par les galeristes et les critiques d'art de la capitale. Être écrivain, loin des réseaux parisiens ? Vous avez raison d'essayer, les éditeurs ne manquent pas en province, comme l'admet l'entre-soi parisien. Mais ces éditeurs, de quelle audience disposent-ils ? De quel relais médiatique ? De quel crédit et de quelle considération dans l'espace légitime configuré par l'univers littéraire et celui des idées travaillées par des décennies de jacobinisme ? Cette démonstration implacable est répétable dans d'autres domaines. Je pense par exemple à celui de l'enseignement supérieur. Faire du droit à Paris-Assas ou à Lyon, Strasbourg, Montpellier, est-ce étudier le même droit ? Faire Sciences Po Paris, Sciences Po Aix, Grenoble ou Lille, est-ce faire le même Sciences Po ? Si la France n'était pas cartographiée autour de l'astre parisien, ces établissements auraient un goût de printemps. Dans l'univers symbolique français se dressent deux territoires, Paris et le désert français. Dans ce monde aux mobilités figées, beaucoup sont prêts à falsifier la réalité de leur position sociale. Je me souviens d'enseignants du supérieur qui, n'arrivant pas à décrocher mieux que des postes précaires dans une université parisienne, enseignaient à Poitiers, Lille ou Tours, ces villes à 1 heure ou un peu plus de Paris en TGV, et qui avaient négocié avec leur direction de concentrer leurs cours sur 2 jours. Ils n'imaginaient pas passer plus d'1 nuit en province, comme ils disaient, et rentrer chez eux à Paris ou en proche banlieue, où, en dehors de la préparation de leurs cours de la semaine suivante, ils n'avaient aucune activité professionnelle, je le précise. Quand je les questionnais sur ce choix étrange, ils ne tournaient pas autour du pot, me répondant franchement « Je n'ai pas envie de m'enterrer en province. » « Mais tu n'as rien à faire à Paris, tu n'y as même pas de poste. Et alors, je finirai bien un jour par en décrocher un. » Ce choix de rester à Paris, quoi qu'il leur en coûtait, n'en était pas un en vérité. Je pressentais derrière cette justification, cette souffrance née de la peur d'un déclassement. Ils étaient montés à Paris pour s'inviter à la table des émancipés de la province. Seulement, ils étaient encore dans l'antichambre de la dite table. L'attraction de Paris exige des corps maltraités. Ces universitaires que les illusions parisiennes abîmaient résistaient comme ils pouvaient à la brutalité de ce système. Mais à leurs yeux, dans cet ordre hiérarchique, il vaut mieux poireauter dans l'escalier de service parisien que d'emprunter une voie plus valorisante en province. Même si moisir dans l'arrière-cour de l'aristocratie parisienne, c'est survivre dans un royaume d'illusions. Quand je suis arrivé à Paris en septembre 1989, j'étais évidemment loin d'imaginer les dessous féroces de cette réalité chimérique. Comment des individus peuvent à ce point céder sur l'essentiel, préférer une forme de servilité librement consentie à la sérénité d'une existence sans les déboires de l'épreuve des fêtes. Ces assauts soumis du monstre utopique parisien, je les ai à nouveau observés des années plus tard lorsque je collaborais à France Culture. J'y ai effectué plusieurs documentaires pour une émission quotidienne. Sur les docs était son nom. Radio France est un bocal à précarité pour beaucoup. Combien sont-ils ces intermittents
qui œuvre dans un contexte de grande insécurité économique. Mais rien ne peut relativiser l'impact de cette machinerie implacable. Faire de l'antenne, fabriquer et produire un récit, tout cela est certes enivrant, osons même le terme de jubilatoire. Il n'en reste pas moins que tout cela est à reconsidérer dans l'environnement social dans lequel cette expérience se vit. Même si je n'étais évidemment pas naïf, je fus journaliste pigiste dans la presse écrite une douzaine d'années auparavant, j'avais donc approché de près la misère du journaliste précaire, je ne manquais pas de m'interroger. Comment rester digne dans son travail, raconter l'injustice du monde social, les phases d'accablement subies par les classes populaires, quand on est soi-même offensé par le tragique de sa destinée? Je me souviens d'un documentariste qui avait conduit une série sur le mal-logement à Paris, décrivant avec précision ce toboggan de la rue qui menace d'entraîner dans ses affres des milliers de personnes chaque année à Paris, et qui devait, lui aussi, résister avec de grandes difficultés à ce régime sacrificiel. Je lui avais fait remarquer ce grand écart. Comment vis-tu cette situation? Comment peux-tu mettre à distance la réalité que tu subis et celle que tu livres dans tes documentaires pour Radio France? Il m'avait souri. Il n'avait rien ajouté. Je découvris au fur et à mesure de mes rencontres que nombre d'intermittents de Radio France vivaient en colocation à Paris ou en première couronne, faute de revenus stables. Il n'est pas ici dans mon intention de retenir un discours sur la morale. Cela n'est du reste pas l'objet de ce podcast sur Paris. Le cœur de mon propos se situe sur un versant plus politique, celui du mérite qu'il faut avoir pour vivre à Paris quand on est prisonnier de cette fiction spéculative qu'elle cultive dans tous les coins de l'Hexagone. Quand on dévoue son existence au bonheur désenchanté de s'y faire une place, au risque de se consumer psychologiquement parce qu'au bout d'un temps, cet espoir n'en vaut plus la peine, on se trouve encagé dans la patience de cet inconfort. Alors, on rumine, on essaye de discipliner sa soumission à cette servilité abrutissante, jusqu'au jour où, cela peut arriver, la roue tourne en notre faveur. Mais le plus fréquent est que la dite roue se sera révélée comme l'instrument de notre esclavage. Paris et son utopie exaltante auront été un leurre. Le plus singulier dans cette existence aux allures de capitulation, c'est l'autre prix à payer. Ces loyers exorbitants, dans des habitations sans espace régénérateur ni confort, et souvent en cohabitation avec des personnes qui sont dans une situation analogue à la nôtre. Dans cette promiscuité subie, on se rend alors compte que si notre vie parisienne est maintenue, jour après jour, par des concessions et des compromis avec une réalité infernale, Paris est devenu une fabrication perverse. Quand les renoncements à nous-mêmes sont le produit d'une peur, d'un déclassement, puis d'une résignation, que notre vie sociale est conditionnée à un état d'ultimatum de survie, alors il faut se rendre à cette évidence. Paris n'est plus une fête. Effrayant, non?